Le café éthique de l'hôpital central de Yaoundé invite à une réflexion cruciale ce mois de mars 2025, la dimension éthique de la rémunération des soignants. Ce thème au cœur des débats contemporains interroge les notions de justice sociale et d'équité dans un contexte hospitalier où l'amélioration continue de la qualité des soins est impérative. Peut-on intégrer une dimension éthique dans les modèles de rémunération pour transformer ces derniers en outils stratégiques visant à optimiser la qualité des soins ? Comment ces approches pourraient-elles rehausser l'attractivité et la dignité d'une profession souvent mise à l'épreuve par des défis complexes ? Revivez, comme en direct, les échanges passionnants du café éthique. Un espace dédié à la réflexion sur les leviers éthiques à intégrer dans la rémunération des soignants pour conjuguer justice, bien-être et excellence dans les soins. Bonsoir à tous. Bienvenue au café éthique du mois de mars 2025. La thématique retenue est la dimension éthique dans la rémunération des soignants. Ou plus exactement, la dimension éthique de la rémunération des soignants. Pourquoi cette thématique ? Notre société aujourd'hui est à la croisée des chemins. On a d'une part des codes d'éthique et de déontologie qui font du conflit d'intérêts un point important à considérer. On demande aux soignants de déclarer s'ils ont des intérêts financiers ou s'ils ont des intérêts privés à déclarer, puisque leur décision ou leur pratique devrait être libre de tout engagement financier ou de tout intérêt privé. Dans plusieurs de nos sermons, nous disons que l'intérêt du soigné ou du patient passe avant notre propre intérêt comme soignant. Comment donc le soignant fait pour vivre dans une société où tout est monétarisé? D'où doit provenir les moyens de survie du soignant? C'est autant de questions autour desquelles il est bon que nous échangions. Lorsque nous regardons notre actualité en tant que formation hospitalière, il y a maintenant plus de 30 ans que le gouvernement de la République a dit de manière formelle que ce que les usagers payent, il y a une partie de ce que les usagers payent qui doit être redistribuée aux soignants sous forme de quote-part. Il y a une réglementation sur comment on doit partager ces quote-parts, avec une note qui est basée sur un certain nombre de critères. La tenue, la disponibilité, la présence, la serviabilité, j'en passe. Il y a même une autre partie qui est considérée comme la motivation, où cette fois-ci, c'est vraiment la performance. Cette notion de rétribution du soignant, elle est également sociologiquement ou anthropologiquement marquée, puisque dans toutes nos traditions, le soignant traditionnel, une fois qu'il a fini de soigner, d'emblée, il ne demande rien. Mais tout le monde sait que quand on a été soigné, on doit revenir dire merci. On peut encore remonter plus loin dans l'histoire où la personne, il n'y a pas longtemps, ceux qui lisent la Bible, c'est peut-être aujourd'hui ou hier, où on parlait du Syrien Naaman qui a dû aller pour se faire guérir par un prophète israélien et pour aller se faire soigner, il avait amené beaucoup de cadeaux pour offrir au prophète. Est-ce qu'il est éthique pour un soignant de dire que la rémunération qu'il reçoit n'est pas juste? Est-ce que la rémunération reçue par le soignant est juste
au sens de justesse, mais au sens de justice aussi. C'est autant de questions auxquelles il est bon que nous parlions. Dans une société comme la nôtre, où on a concurrence entre les formations sanitaires publiques, les formations sanitaires privées, où les actes que nous posons ont un prix, ont un coût pour l'usager, quelle est la part qui doit revenir au soignant? Le soignant peut-il vivre des actes qu'il pose? Doit-il vivre de son salaire? Les autres qui viennent guetter là, ça ne les concerne pas. Donc voilà autant de questions autour desquelles il est bon que nous ayons cette conversation aujourd'hui. Qu'est-ce qui est éthique dans la rémunération des soignants? Lorsqu'on parle des soignants, on a d'un côté l'éthique de chaque métier, agir juste, agir bon, être bienveillant, à faire preuve de bientraitance pour le soignant. La rémunération du soignant, d'où doit-elle provenir? Est-ce que cette rémunération, on va lui appliquer les mêmes principes de la bientraitance ou de la justice ou de l'équité? Voilà autant de questions autour desquelles il est bon que nous échangeons ce soir, chacun pouvant donner son avis. C'est le principe du café éthique. Quel est le bon niveau de salaire? Qu'est-ce qui doit justifier le salaire du soignant? Sur la base de quoi le soignant doit avoir son salaire? Est-ce qu'il est autorisé au soignant de recevoir des cadeaux, n'est-ce pas, de ses patients? À quel moment ces cadeaux cessent d'être des cadeaux pour devenir des actes de corruption? Voilà autant de questions autour desquelles nous voulons échanger ce soir. Et donc, comme l'habitude des cafés éthiques, une fois que le commentaire initial est campé, chacun peut prendre la parole. Nous avons, on va dire quoi, 60 minutes pour échanger, et après on essaiera ensemble de retenir s'il y a quelques éléments qui apparaissent comme étant des messages forts. Voilà, la parole est à qui veut la prendre, soit pour des commentaires, soit pour des suggestions, soit pour des questions. Voilà. Et comme d'habitude, il y a du café, effectivement, il y a des jus, il y a des fruits au fond. Vous pouvez vous lever, aller prendre quelque chose si vous avez soif, si vous n'avez rien devant vous. Mais ça doit être une conversation comme dans un café, n'est-ce pas, où les uns et les autres se retrouvent parce que le sujet les intéresse. Oui? Oui, monsieur Yébé, vous voulez dire quelque chose? Oui, allez-y. Merci, monsieur Yébé, manager de service. Le questionnement sur lequel vous avez rebondi, à savoir, est-il éthique pour un personnel de dire qu'il n'est pas bien rémunéré? Du moment où on a plusieurs sens à donner à ce questionnement. Premièrement, si nous disons nous sommes professionnels dont l'effort vient du sacerdoce. Et deuxièmement, nous sommes professionnels dont l'effort vient de la norme, une norme de rémunération connue. Maintenant, s'il arrive donc dans le sens où on a une norme de rémunération et que cette rémunération n'est pas observée, pourquoi ne serait-il pas éthique que le personnel dise que moi, je ne trouve pas satisfaction dans la rémunération par rapport à ce que je donne, tant il est que si il est prouvé que la qualité des prestations qu'il donne satisfait la personne qui reçoit ces prestations. Donc,
Je voudrais un peu percer à ce niveau-là. Pour dire que pour moi, il est éthique qu'un professionnel, à un moment ou à un autre, se dise que je ne suis pas satisfait de quelque rémunération qu'il soit. Merci beaucoup. Ok, l'insatisfaction, la notion de la liberté, de la vérité, l'influence sur la qualité des prestations. Il y a des normes de rémunération. Si ces normes ne sont pas respectées, on est en droit de dénoncer le non-respect de la norme, si je me résume. Autre question, autre intervention? Oui? Merci pour la parole donnée. Je pense qu'il est dit, tu mangeras la sueur de ton front. Est-ce que le soignant doit vivre du travail qu'il fait? C'est tout naturel. Mais quand on vient introduire éthique introduit déjà plusieurs paramètres. Je peux prendre par exemple l'équité. Et on se poserait la question, quand est-ce qu'il y aura équité dans le traitement d'un prestataire, et particulièrement du prestataire de soins? Quand est-ce qu'il y aura justice? Pour moi, il serait peut-être intéressant de voir que nous tenons cette rencontre au cours d'une action qui est déjà menée. Ça veut dire que il y a le paiement des prestataires et peut-être nous évoquer où se trouve le problème. Est-ce que c'est parce qu'on ne prend pas en compte l'équité? Est-ce que c'est parce qu'on ne prend pas en compte la justice? Et dans le débat, parce que l'autre, quand il est dans une situation, il crie « j'ai mal, j'ai mal ». Mais si tu ne peux pas apprécier cette douleur, tu ne peux pas la soulager. Or, nous avons intérêt à vraiment travailler pour que nous ayons des soins de qualité. Et pour que nous ayons des soins de qualité, nous ne pouvons pas les avoir avec les gens qui ne se sentent pas traités dignement, qui ne se sentent pas vivre du fruit de la sueur de leur front. Donc, merci. Ok. La disposition du soignant, son cri, sa douleur, le sentiment d'indignité dans le traitement interpelle. Peut-on donner ce que l'on n'a pas? Peut-on rendre la dignité alors qu'on ne se sent pas soi-même considéré dignement? Je crois avoir entendu, et comme les autres, autre contribution. Okay. Thank you, Mr. Director, for the floor given. I would like to talk about the actors. When the topic is la dimension éthique dans la rémunération des soignants, means on one part we have the staff, the personnel, who are entitled to quota parts, is their right, and the other part we have the hierarchy and the administration, who has the duty to pay the quota parts accordingly, and making sure that those who are working hard are paid very well, and making sure that there is no injustice when they are paying the workers. The hierarchy should also
make sure that those who are working, the health personnel, know their rights, meaning that the law and the legal text has to be published for the staff to know really what they are entitled to. So if you know what you are entitled to, you have no means to grumble or to be hungry when what you deserve will be given to you. Thank you. You insist on the actors, on law and regulations to be duly enforced. Ok, il y avait un droit ici. Je pense que le problème de rémunération chez le soignant est un peu complexe parce que dans la pratique de la profession, nous sommes limités par les serments que nous prêtons. Donc du coup, tu ne sais pas si il faut regarder ce que tu gagnes pour soigner ou bien s'il faut s'en tenir aux serments que nous prêtons. Merci. Okay. Alors, est-ce que les serments nous restreignent à ne pas percevoir ce qui nous est dû? Est-ce que le serment dit que le serment n'a pas vœu de pauvreté, n'est-ce pas? Il n'y a pas de vœu de pauvreté dans le serment. C'est pour ça que la question se pose effectivement, quelle est la juste rémunération? C'est-à-dire, à quel moment, quel montant et pour quel type d'activité est-ce qu'on devrait lier la rémunération à un service rendu où le statut doit donner droit à une rémunération? Le serment, quand on les regarde et quand on les lit attentivement, il place les soignants comme des grands seigneurs. Ils ont et ils donnent. Et ils donnent gratuitement. Mais d'où vient qu'ils ont quelque chose à donner? D'où doit provenir cela? Et là, il y a donc une interprétation sociale et institutionnelle qui, quoi, à quel niveau, pour que chacun se sente à l'aise. Autre contribution? Oui. Merci. Je voudrais réagir dans le sens qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Et au départ, tel que vous l'avez dit, monsieur le directeur, on place le soignant comme quelqu'un qui a. Et si à un moment donné, le soignant pense qu'il n'a pas, le problème se poserait parce qu'on ne donne que ce qu'on n'a pas, ce qu'on a. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que même ce qu'on reçoit est un peu disparate par rapport au contexte là où on se trouve. J'essaie un peu de clarifier. Si nous prenons d'abord les continents et ensuite, dans un continent, on prend les pays et dans les pays, on prend également ceux qui, on peut dire, ont le même niveau de vie. On constate que ce que le soignant devait avoir pour donner n'est pas équitable. On se pose donc la question où se trouve le problème. Ce qui est certain, c'est que si vous n'avez pas quelque chose, vous ne pouvez pas donner. On ne donne que ce qu'on a. Donc, pour ma part, on trouverait à ce que le soignant qui est appelé à donner ait quelque chose. Maintenant, la problématique, jusqu'à quel niveau il devrait recevoir. Ici, on peut imaginer que pour donner, il faut qu'il soit dans une quiétude. Quand je parle de quiétude, c'est-à-dire quiétude de vie. Et pour le soignant, selon le niveau et sa catégorie,
je pense qu'on devrait voir quel est le niveau qu'il devrait avoir pour pouvoir donner. Merci. Ok. Pour donner, il faut avoir suffisamment la quiétude pour pouvoir donner, mais comment permettre et garantir aux soignants? Qui peut dire aux soignants, qui peut garantir? C'est chaque soignant qui se rend compte qu'il a la quiétude qu'il faut, ou c'est un standard qui existe ou que l'on doit rechercher. Question ouverte. D'autres questions, d'autres commentaires, d'autres suggestions? Oui. Merci beaucoup. Pendant longtemps, j'ai suivi des échanges par rapport à la rémunération des patients, des soignants. Mais toutes les fois, je me suis rendu compte que la réflexion se limite au niveau de l'hôpital, c'est-à-dire comment rétribuer le patient au niveau de l'hôpital. Je pense que les hôpitaux ne peuvent pas valablement rétribuer les patients, les soignants. Donc peut-être il faudrait un peu ouvrir la réflexion et aller au-delà. Je prends l'exemple par exemple des forces de l'ordre. Quand vous voulez voyager, vous êtes force de l'ordre ou bien vous faites partie de la famille d'un personnel de forces de l'ordre, vous payez 50% au niveau de la cambraille. Ça fait partie des avantages que l'État a accordés ou bien des conventions qu'on a accordées aux forces de l'ordre. Or, les patients, les soignants, je ne sais pas pourquoi je dis toujours patients, les soignants peuvent regarder dans ce sens, essayer de demander par exemple des réductions automatiques quand ils déposent les véhicules pour la première fois, des tas d'avantages comme ça que l'État peut bien concéder. Peut-être il faudrait aussi reconnaître que l'État en a déjà fait par rapport par exemple à la prise en charge des personnels soignants et de sa famille au niveau des hôpitaux, c'est déjà effectif. Mais sauf qu'en même temps, c'est les soignants qui rendent encore très difficile l'application de cette directive et de cet avantage. Donc je pense qu'il faudrait aller au-delà de l'hôpital parce que si je prends le cas des hôpitaux publics où c'est l'État qui définit en quelque sorte les prix pratiqués, or l'État essaie de définir le plus haut niveau de sa population, la plus basse, c'est-à-dire la plus démunie. Par exemple, à l'hôpital central, on trouve déjà que la consultation de 4 000 est très élevée, mais même si on venait à donner les 4 000 aux médecins qui consultent, comparé à ce qu'ils devraient avoir au niveau du public, au niveau du privé, c'est nettement moins de la moitié. Donc du coup, je pense qu'il faudrait que le personnel soignant qui exerce dans le public essaye d'aller au-delà de l'hôpital pour essayer de compenser ce qu'il peut avoir comme rémunération. Merci. Ok, en clair, la rémunération, ce n'est pas seulement le salaire ou les quotes-parts. Ça peut être autre chose. Ok, des avantages en nature liés au statut. Oui. Je voudrais, par votre permission, essayer de recentrer un peu par rapport à la thématique qui est posée ici. Elle aborde deux points. Le premier, c'est la rémunération des soignants. Et quand on parle de la rémunération des soignants, c'est un environnement à la fois juridique et un environnement social. Alors, le deuxième volet, c'est la question éthique. Vous posez le problème, à quel moment la rémunération du soignant, n'est-ce pas, doit avoir des considérations éthiques. Alors, souvent, nous observons, c'est-à-dire qu'il y a parfois, pour la recherche d'une rémunération considérable, on va au-delà de la pratique normative. Et je pense que c'est dans ce sens que le volet éthique doit commencer à intervenir. À quel moment doit-on s'arrêter pour ne pas aller au-delà du gain, seulement du gain? Voilà, c'est ce que je voulais dire pour recentrer un peu le débat sur le thème qui est posé. Merci. Okay. Merci beaucoup. Effectivement, la notion de conflit d'intérêts est la lisière toujours fragile du médecin ou du soignant lorsque je devrais fixer des honoraires, lorsque je devrais être rémunéré. Quelle est la limite au-delà de laquelle je fais passer mon intérêt au-dessus de l'intérêt du patient? Nos serments disent tous que les intérêts du patient doivent rester
prééminent sur les nôtres. Et à partir du moment où il y a monétarisation, introduction de l'argent dans la relation entre le soignant et le soigné, quel est le niveau où l'on cesse d'être juste en gardant à l'esprit que l'intérêt du patient doit passer au-dessus du nôtre? À quel moment on doit considérer que oui, on reste juste au sens de justesse, qu'il faut effectivement exiger notre part de rémunération sans nous laisser aller soit à l'abus de pouvoir, soit au conflit d'intérêts. Nous soignons le malade parce qu'il va nous payer. Est-ce que nous devons soigner le malade parce qu'il va nous payer, ou nous soignons le malade parce que nous devons le soigner parce que c'est notre métier? Effectivement, c'est une frontière tenue qui, dans un contexte où la pratique en libéral et la pratique en public permet aux uns aux autres de jouer de manière libre, parfois de manière illégale, on va dire. Si on est dans la fonction publique, on est dans la fonction publique. Si on est dans le privé, on est dans le privé. Mais quand on est à la fois sur les deux, ou qu'on fait des tarifs en fonction à la tête du client, est-ce que nous restons dans la dimension éthique de la rémunération que notre société reconnaît? Parce que dans nos traditions, je l'ai dit, une fois qu'on a été soigné par un tradit praticien, on sait qu'on doit lui donner quelque chose. Autre question, autre commentaire? Oui? Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je trouve personnellement que ce thème est très intéressant, mais on l'a juste cadré au niveau, je dirais, des milieux soignants. J'aurais bien voulu que ce soit la dimension éthique dans la rémunération des travailleurs. Parce que dans toute société, monsieur l'a dit, on mangera à la sueur de son front. Lorsqu'on a travaillé, on sait qu'on a telle fonction dans la société. Si on le fait en âme et conscience, on n'attend pas qu'on vienne de donner quelque chose par derrière, on le fait trop bien. Je vais prendre une fonction qui est proche des soignants, les enseignants. Lorsque un enseignant forme des enseignés, sa satisfaction, c'est de voir ses enseignés réussir à leurs examens et autres. Et le soignant est satisfait de voir ses patients qui retrouvent leur santé. Est-ce que ce ne serait donc pas utile d'avoir une réflexion au niveau global, si on est dans un pays, pour dire est-ce que la grille salariale permet aux travailleurs de ne pas faire des petites fautes, c'est-à-dire d'essayer d'attendre quelque chose de la part de la personne avec qui le travailleur est en relation. Si c'est ici le soignant, c'est le patient. Si c'est l'enseignant, c'est l'enseigné. Donc il faut essayer d'avoir une réflexion, je dirais, globale dans la société. Et c'est là où on va sortir un peu du cadre médical pour avoir une vision, je dirais, holistique de ce type de problème. Et là, on pourra mieux, je dirais, définir et des modalités et faire de bonnes propositions pour dire que lorsqu'on est dans la société, je prends même un petit exemple, les agriculteurs, on disait par exemple, le cacaoculteur, il produit, mais ce n'est pas lui qui fixe le prix de son produit. Est-ce que sur le plan éthique, c'est quelque chose qui vaille? Donc il y a des petites réflexions comme ça qu'on pourrait avoir dans la globalité afin donc effectivement d'avoir aussi des propositions, je dirais, larges. Merci. Ok, merci de nous ramener à la dimension sociale de la notion du salaire, de salaire qui est juste parce qu'il est mérité. Toute société considère que ceux qui travaillent doivent manger, que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. C'est une paraphrase d'un livre sacré, c'est Paul, c'est ça, qui disait que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas
non plus. C'est admis dans quasiment toutes les sociétés que les travailleurs doivent mériter leur salaire. Mais quel est ce niveau de salaire? En termes de justice, cette fois-ci, la justesse du salaire ne pose pas de problème, mais le salaire juste qui correspond au travail qui a été effectué est effectivement cette dimension-là importante. Et si l'on convoque cette dimension-là, il y a des règles de justice sociale qui peuvent être convoquées sur la base soit des croyances religieuses, soit des philosophies importées, soit de nos approches traditionnelles de l'Ubuntu qui dit « je suis parce que vous êtes ». Et donc la justesse serait que lorsqu'il y a à manger, que tout le monde mange et que tout le monde se partage ce qui est disponible. J'ai vu un doigt de l'autre côté. Bonsoir à tous. Le problème que la rémunération nous pose d'abord, en première approche, c'est que nous avons affaire, comme vous l'avez déjà dit, et plusieurs panélistes l'ont dit ici, nous avons affaire à des professions de vocation. C'est-à-dire que c'est nous qui avons choisi de faire ces professions. C'est pour cela que nous prêtons un certain serment. Et lorsque nous prêtons un serment, je ne sais pas si le serment veut dire limitation vis-à-vis de la rémunération. Première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que nous constatons que la situation de la rémunération des personnels soignants embête ceux qui nous dirigent. Parce que chaque fois que c'est posé comme problème, vraiment, on en sort difficilement avec une réponse certaine. Alors, ça me suscite quelques questions. Sur quoi doit-on appuyer la rémunération du soignant? Sur quoi est-ce qu'on doit se baser pour dire que le soignant de tel niveau mérite ceci, de tel niveau mérite ceci ou de tel autre niveau? Sur quoi? Comment est-ce que nous devons penser dans notre pays la rémunération du soignant? Parce que ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas obligation de résultats, mais obligation de moyens, parce que la vie, ce n'est pas nous qui la donnons, ce n'est pas nous qui la gérons, et ce n'est pas non plus nous qui la maintenons. Mais nous avons notre devoir à faire pour que le patient puisse continuer à rester parmi les vivants. Et la troisième question qui me vient à l'esprit, c'est dans le Cameroun socio-économique que nous avons aujourd'hui, que vaut véritablement la rémunération d'un soignant dans le Cameroun que nous avons en 2025, dans les conditions de vie que nous avons? Comment est-ce qu'un soignant fait pour s'en sortir avec ce que la société lui donne? Parce qu'on va peut-être dire que c'est le gouvernement, mais c'est la société, c'est l'État, c'est la nation qui donne ce qu'elle donne aux soignants. Et en retour, qu'est-ce que la nation attend du soignant? Je pense que c'est déjà d'abord une bonne initiative d'avoir cette réflexion à ce niveau, mais elle doit encore être plus approfondie et plus agrandie, parce que à terme, elle pourrait certainement améliorer à la fois la qualité de la prise en charge et les conditions de vie de ceux qui sont chargés de pouvoir faire cette tâche chaque jour, parfois au prix de leur vie. Ça, c'est ma première réflexion. Ok, merci beaucoup. Effectivement, que donne le gouvernement, c'est connu. C'est l'un des rares corps de fonctionnaires où on dit, vous pouvez, si on prend le secteur de la santé, vous avez le droit, en dehors de votre salaire qui est payé comme fonctionnaire, de toucher une quote-part de ce que vous avez, de ce que les populations vous ont donné parce que vous les avez soignés. Je pense que le message là, sur le plan du cadre, est suffisamment clair. Lorsqu'on est en milieu hospitalier et lorsqu'on est dans le privé, il y a un cadre, il y a une grille salariale du secteur privé hospitalier, je crois qui est la plus haute dans les secteurs privés. Ils ont une convention collective qui est parmi celles qui est les plus hautes. Si on regarde, les responsables syndicaux pourraient me contredire. Donc je pense que socialement, l'environnement est clair. Maintenant, comment on apprécie ces niveaux-là par rapport à l'ensemble de la société, c'est peut-être là où il y a des éléments à débattre, parce que le message qui concerne le cadre est assez clair. Donc, quels sont ces facteurs?
j'ai envie de renvoyer la question à nous tous. Quels sont les éléments qui devraient expliquer ou de sous-tendre ou soutenir ce que les uns et les autres reçoivent? Là aussi, il y a une tentative de réponse, puisque dans le règlement des quotes-parts, on a dit quels sont les éléments qui doivent être pris en compte dans le partage des quotes-parts, notamment l'ancienneté, la technicité, les notes qui sont données de manière collégiale, n'est-ce pas, puisque la prime de match doit être partagée entre les joueurs en fonction de ce que les uns et les autres ont fait. Mais en termes de niveau par rapport aux autres acteurs de la société, vous convoquez les niveaux de vie. On a des sociologues dans la salle, on a des économistes. Est-ce qu'il y a dans le domaine de l'économie ce qu'on appelle le juste salaire ou la juste rémunération? On n'a pas d'économistes dans la salle, ou des sociologues ou des anthropologues. C'est quoi dans la société africaine la juste rémunération? We have social scientists in the room. Will you help us? What are those criteria? C'est quoi ces critères qui permettent d'envisager ou d'évoquer la notion de juste rémunération? Oui? La juste rémunération sur le plan anthropologique, c'est que la personne qui donne une prestation reçoit quelque chose. Si elle ne fait pas des réclamations, ça veut dire que c'est une rémunération qui soit. Mais s'il y a réclamation, ça veut dire qu'on doit essayer de trouver le point d'équilibre où il y a une compréhension des deux côtés pour dire « Ok, nous sommes tombés d'accord ». Sur le plan anthropologique, c'est comme ça qu'on définit cela. D'accord, ok. Donc la justesse, c'est l'arrangement entre les deux acteurs. Chacun est satisfait de ce qu'il a donné contre ce qu'il a reçu. Est-ce que les sociologues ont une dimension à partager par rapport à ce qu'est la juste rémunération? La juste rémunération tient compte de plusieurs éléments. Il y a ce qu'on appelle la valeur du travail. Il y a la qualification et l'expérience. Il y a le marché du travail aussi. Parce qu'en réalité, on paye en fonction du marché du travail. Il y a les conditions de travail aussi. Et l'équité et la transparence. Parce qu'on ne devrait pas, pour la même chose, pour le même travail, donner à certains plus qu'à d'autres. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait une sorte de justice et d'équité. La qualification et l'expérience. Les conditions de travail, l'équité et la transparence. D'accord. Okay. Donc le sentiment que pour un même travail dans la société, tous ceux qui ont donné le même travail doivent recevoir la même rémunération, et cela doit être clair, suffisamment au sens de chacun peut voir et anticiper. Pour éviter de susciter le sentiment de frustration. D'accord, pour éviter le sentiment de frustration. Merci beaucoup. Et par rapport aux... Est-ce qu'on a des économistes qui voudraient bien nous dire quel est le bon niveau de salaire dans une société comme la nôtre? Oui. Je ne suis pas économiste, mais vous avez abordé tout à l'heure, convoqué un sociologue, la sociologie de manière générale, mais je voudrais illustrer cela par un sociologue bien connu, très classique, Marcel Mauss, qui a développé le concept de don et de contre-don. On vous demande le don de soi, c'est-à-dire dans vos prestations de soins. C'est un don de soi. Mais Marcel Mauss nous dit que, en retour, il y a le contre-don, dont la rémunération, et dont le don n'est jamais gratuit. Il y a toujours quelque chose en échange. Voilà ce que je voulais préciser en termes de sociologie. D'accord. Merci beaucoup. Ce soir, on n'a pas d'économiste. Alors, on va poser la question autrement. Ce serait quoi le salaire juste d'un médecin
juste au centre de justice, au centre de justesse. Ce serait quoi le salaire? Qu'est-ce qui constitue cet élément qui fait que la personne est satisfaite, que le soignant est satisfait? Il n'y a pas ce n'est pas une parole d'évangile. C'est à nous de savoir ce que les uns et les autres considèrent comme étant juste. C'est pour ça que nous sommes là, pour nous enrichir mutuellement. Ce serait bien que chacun dise qu'est-ce qui ferait qu'il ait ce sentiment-là qu'il y a justice dans la rémunération. Qu'est-ce qui fait la satisfaction d'un employé dans une organisation par rapport à sa rémunération? La question est posée à tout le monde. Je peux également là interpeller les anthropologues, certains qui ont fait des études de satisfaction ou d'autres personnels. Oui, j'ai vu un doigt ici, j'ai vu également la dame présenter. Ouais. Mais, monsieur le directeur, aucun travailleur ne dira que cette fois-ci, je reçois un salaire qui me satisfait. Ce sera toujours quelque chose qui va de façon croissante. Donc, on n'aura jamais un taux pour dire que ici, je suis vraiment bien rémunéré. Il suffit qu'on vous ajoute 1000 francs, l'année d'après, vous allez dire que ça ne me suffit même plus. Donc, on ne fera que redemander. Donc, il n'y aura jamais un salaire net qui satisfasse donc le travailleur. D'accord, c'est un processus. Il n'y a pas de valeur établie. J'ai vu la dame là-bas, j'ai vu le monsieur au fond, oui. Merci. Merci pour la parole donnée. Pour moi, je pense que le salaire du travailleur, pour qu'il soit juste, à mon humble avis, si on donne autant d'années de formation à tout le monde dans des professions précises, et qu'au final, parce que vous avez fait 5 années de profession, l'autre reçoit plus que vous, je pense que le professionnel soignant, il est de son droit, de se sentir frustré. Parce que d'autres font 5 années et quand ils sortent, ils ont une certaine rémunération et c'est défini par l'État. Or, le personnel soignant se retrouve à un moment donné un peu rabaissé. Et je pense qu'on devrait également réfléchir sur ce côté-là. Yes, sir. Okay. Thank you once more, Mr. Director, for the floor. So we are thinking that a percentage on the input and the outcome of the health professionals can be used to pay them accordingly. Meaning that if you are working harder, they should pay you more based on what you are bringing in as income and the quality of the services you are rendering to the patients. Thank you. Okay, so when you get it down to the hospital, it's about the amount of income and the quality of care rendered to the patient. Ok. Autre commentaire? Oui, il y a un doigt là-bas, un autre ici. Je me pose une question relevée par le sociologue. Parce que le sociologue a dit que le salaire doit être équitable par rapport aux services rendus. Donc ceux qui rendent un même service doivent avoir le même salaire. Et la question que je me pose, c'est que si l'État sait que le salaire doit être équitable, le contractuel et le fonctionnaire, les deux, est-ce qu'ils rendent le même service ou bien, je ne sais pas. C'est la question maintenant que je me pose aussi. Parce que le contractuel et le fonctionnaire, qui sont médecins par exemple, n'ont pas le même salaire. Mais ils rendent le même service. Merci. Ok, effectivement, c'est un problème réglementaire qui a déjà été posé. Quelle est la différence entre un médecin contractuel et un médecin fonctionnaire? Ils sont dans le même établissement hospitalier, ils font le même travail, mais leur rémunération est différente, leur durée de travail est différente,
leur âge de départ à la retraite est différent, ainsi de suite. C'était effectivement une interpellation par rapport au cadre réglementaire qu'il est bon de souligner. Est-ce que cette dimension éthique et de justice sociale par rapport aux services rendus est bien prise en compte? Merci de l'avoir souligné. Il y avait un doigt ici et un autre au fond. Merci pour la parole. Je reviens déjà avec les notions d'indice de travail et d'indice de rémunération. Parce que, en réalité, je pense qu'on devrait savoir au bout, dans une logique économique, quand on parle d'indice de développement d'un pays, on doit aussi pouvoir nous dire quel est l'indice qu'on attribue au travail. Qu'est-ce qu'est la performance générale des travailleurs dans un pays? Et maintenant, est-ce qu'un travail est égal à un autre? S'il y a donc des dysfonctionnements ou alors il y a des inégalités dans l'indice de travail, on va sûrement comprendre que l'indice de rémunération aussi sera différent d'une profession à une autre. Maintenant, ce que moi je voudrais dire, c'est que pour moi, la profession soignante doit être plutôt un statut et non un travail. Un statut, c'est-à-dire la société donne un statut aux soignants. Ce statut-là est accompagné des facilités. Parce que si on dit qu'on veut rémunérer, on va donner un salaire aux soignants, je ne pense pas que cela peut donner avec les autres professions. Parce que si les autres professions, chez nous on a dit, on a la dimension de nous donnons gratuitement, nous ne devons pas penser nécessairement être rétribués parce que nous avons fait, mais nous devons nous donner le devoir de sauver une vie. Maintenant, quelle est la valeur du travail après avoir sauvé une vie? Il faut que si nous voulons véritablement, nous devons donner donc cet indice de travail qui correspond à sauver une vie. C'est pour ça que je pense que nous allons peut-être analyser, mais nous n'allons pas arriver à trouver un élément essentiel pour nous dire que le soignant va au bout de la chaîne être satisfait parce qu'on ne lui aurait pas attribué un statut, parce que le statut ne s'accompagne pas d'une rémunération. Le statut s'accompagne des facilités dans la société. Par exemple, un soignant, je vais aller terre à terre, un médecin, il doit pouvoir avoir un véhicule, doit pouvoir avoir une maison, il doit pouvoir avoir des facilités pour son enfant qui va à l'école. Comme ça, quand il vient devant le patient, il ne vient pas parce qu'il veut être rémunéré, mais il vient purement faire le travail parce que la société lui aurait déjà donné un statut qui permet à ce qu'il ne pense plus à ces éléments-là. En fait, alors, vous voulez nous ramener à Maslow, c'est ça? Alors, vous voulez qu'on accorde un statut qui fait que le médecin n'est pas sur le socle, qu'il soit au-delà des besoins primitifs. C'est bien cela. D'accord, théorie pour théorie. Oui, il y a le sociologue qui veut réagir. Et j'avais également vu un premier doigt à ma gauche. Après, on passera au il y a également quelqu'un ici. Ok, merci pour la parole donnée. Je reviens parce qu'il y a eu le mot justice. Si nous regardons un peu le système de rémunération des personnels soignants pour le moment, ça pose un très grand problème. Quand vous êtes personnel à l'hôpital central, par exemple, les quotes-parts à l'hôpital central, ça ne sera pas comme les quotes-parts dans un CSI ou un CMA quelque part. Alors tout le monde voudra bien venir là où on paye bien. Ça pose un problème d'équité. Par contre, si on orientait la réflexion plutôt dans le sens classe sociale, nous savons que toutes les sociétés sont faites de classes. Maintenant, nous avons, quand on parle de soignants, c'est une population. Et dans la population, là, il y a des niveaux qui peuvent correspondre à des classes. Nous savons tous que dans les sociétés, il y a des classes. Prenons notre gouvernement.
il y a la présidence, il y a le premier ministère, il y a les ministères, il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas logés à même enseigne. Mais ils ont quand même une prise en charge qui fait que celui qui est à ce niveau-là ne regarde pas beaucoup, comme le disait M. Eyebe, au problème de prise en charge de ceci, la facture d'électricité, la facture d'eau, ou ceci ou cela. Donc, ma proposition est dans le sens que, qu'on classe les personnels soignants en fonction des classes sociales, et nous savons qu'en fonction des classes sociales correspondent des rémunérations. Alors, par exemple, nous, en grandissant, on savait que le médecin, c'est une profession élitiste. Quand on est médecin, on fait partie de l'élite dans un pays. C'est pas négociable. Ce n'est pas discutable. Alors, naturellement, en tant que faisant partie de l'élite d'un pays, j'ai droit à une rémunération qui correspond à ce niveau-là. C'est-à-dire que quel que soit le lieu du pays où je me trouve, que je sois une élite, que ce soit en termes de rémunération, que ce soit en termes de travail, de mon rendu sur le terrain. Et également, en fonction des professions qui sont connexes à la médecine également, correspondent à un certain niveau. Je pense qu'à ce niveau-là, on ne regardera plus, on n'aura plus trop besoin d'être à l'hôpital central de Yaoundé, à l'hôpital général, à l'hôpital Akintini, parce qu'on cherche à avoir des lendemains meilleurs. Et là, vous soulevez un point assez important qui convoque le fameux conflit d'intérêts. Je choisis mon lieu d'exercice parce que j'ai un intérêt. Ce qui nous met en base avec nos serments, puisque nous devons éviter les conflits d'intérêts. Et c'est une notion que souvent on prend à la légère et que l'on n'intègre pas. Et cela se traduit souvent par la désertion ou l'abandon de certains postes de travail parce qu'on considère qu'on ne peut pas y aller, on fait de la discrimination en posant un comportement qui n'est pas du tout éthique, en abandonnant certaines populations parce qu'elles sont reculées ou elles sont en zone rurale. C'est une dimension, c'est une des dimensions éthiques, n'est-ce pas, dans la rémunération des médecins. Le modèle de rémunération, il y a toujours des places assises. Le mode de rémunération peut devenir cause de problèmes avec les servants ou avec le statut de soignant et les droits des usagers. Oui, monsieur le directeur, je voudrais, quand on parle de rémunération, il faut regarder deux dimensions. Il y a ce qu'on appelle les incitations financières et les incitations non financières. Parce que lorsqu'on parle de rémunération, il ne faut pas toujours voir ce qui rentre dans la poche comme argent. Parfois, la satisfaction d'un personnel peut être liée à la reconnaissance de son travail. Et pour cela, il y a un ensemble de travaux que le Centre pour le développement de bonnes pratiques en santé a mené sur la question des incitations non financières. Par exemple, l'un des salaires, et là ça ne se discute pas, et c'est parfois les données probantes l'ont démontré, le salaire le plus important pour un personnel, c'est de voir que son travail est reconnu. Et lorsque son travail est reconnu, on peut avoir parfois des incitations non financières comme les lettres de félicitations, les lettres de remerciement et d'autres choses pour l'encourager, au moins pour le distinguer dans son service, ce qui montre que ce qu'il fait dans la société est quand même utile. Je crois qu'il faut prendre en compte, en dehors de ce que les gens disent, prendre aussi en compte la dimension non financière des incitations. Être reconnu comme assumant pleinement sa vocation est presque aussi important que ce que l'on touche comme salaire. Je pense que c'est inscrit, peut-être pas très bien compris, dans les serments que nous prêtons, parce que si nous admettons, nous prêtons serment que l'intérêt de nos patients passe au-dessus de notre intérêt particulier, et il y a une relation par rapport à l'argent, il y a effectivement cette dimension-là qui est importante et que nous devons tous avoir à l'esprit.
Et comme il le dit, Dr Moustapha Sangou, il y a un certain nombre d'études sur les incitations qui influencent le plus les soignants lorsqu'ils ont un bon background éthique. Souvent, c'est le sentiment que oui, je suis major, on me respecte comme major. Je suis infirmière, on me respecte comme infirmière. Je marche droit, je ne commande pas. Le respect, c'est des éléments qui sont effectivement importants. Et en faisant référence à Maslow, on va constater que beaucoup de soignants, quand on fait l'analyse, beaucoup de soignants, souvent, sont déjà au 2e ou au 3e palier. Et souvent, on choisit parce qu'ils estimaient qu'ils devaient être à ce niveau-là parce qu'ils sont plus dans des valeurs d'idéalisme ou des valeurs qu'ils défendent, des valeurs pour lesquelles ils sont prêts à donner leur vie. Autre question? Oui, allez-y. Merci pour la parole donnée. Mais c'est ce que je voulais relever. Pour dire que parler quand même de juste rémunération des professionnels de santé, des médecins, ce sera difficile. Lorsqu'on regarde tous les facteurs qui ont été énumérés par le sociologue, pour dire qu'un élément qui va booster véritablement le médecin ici, ce serait véritablement ce respect-là que lui donne la société. Ça, c'est un élément un élément important qu'on ne peut pas négliger, cet aspect de respect. Parce qu'à partir du moment où l'honorabilité ou la dignité du professionnel de santé est atteinte, ça pose quand même un problème. Parce que les prédécesseurs l'ont relevé, tous les corps de métier, il y a des problèmes de rémunération. Mais pour le professionnel de santé, si on s'arrange à au moins régler cette dimension éthique, laquelle le respect de sa personne, je crois qu'on va pouvoir quand même résoudre un certain nombre de problèmes. Merci. Et le respect dû aux soignants, le respect dû à la profession, au métier. OK. Oui. Je suis un peu gêné parce que quand on parle de respect, je me demande si vous avez des critères pour quantifier ou bien le respect en disant qu'ici on est respecté ou pas. Quels sont les critères de façon concrète pour dire que tel est respecté? Je trouve que c'est très compliqué. OK. Effectivement, c'est compliqué de dire il n'y a pas un mesuromètre ou un respectomètre. Il n'a pas encore été inventé. Mais, OK, allez-y. Oui, merci, monsieur le directeur, pour la parole donnée. Au-delà de l'aspect pécunier, je ne vais pas dire respect, mais je vais dire la considération sociale qu'on a du soignant. Quelle considération sociale nous avons du soignant en général? Je ne veux pas singulariser médecin ou bien infirmier. Je pense que quelqu'un tout à l'heure a pris un corps de métier en disant que dans ce corps de métier, il y a des avantages, n'est-ce pas, qu'on accorde à ces personnes-là dans la société. Et la petite anecdote, depuis l'avènement de Covid, il y a eu une expression que monsieur le ministre de la Santé a eu à dire, les soldats de la santé. Et l'anecdote, c'est quoi? Quand un policier m'arrête, je dis, je suis un soldat. On me dit, ah, d'accord, continue le chemin. Vous vous imaginez? Bon, d'autres vont dire, quel grade? Je dis, non, soldat de la santé. Je dis, vous êtes qui, médecin? Mais présentez-vous. Vous voyez un peu la considération qu'on peut avoir. Je dis, je viens de finir le travail, je suis fatigué. Il me dit, mais est-ce qu'il y a un texte qui montre qu'on ne doit pas vous contrôler? Vous voyez? C'est-à-dire, vous venez d'accomplir ce qu'on dit, entre guillemets, sauver des vies. Fatigué, à la limite même, prêt, vous n'avez plus toutes vos forces pour vous conduire jusqu'à chez vous. Mais vous avez ces désagréments qui vous arrivent. Bon, quand il dit soldat, on me laisse passer. Bon, vous comprenez que j'ai usurpé un titre. Mais quand il dit soldat de la santé, bon, ça revient encore. Donc, il y a cette considération sociale, n'est-ce pas, que je pense que nous devrions, au-delà de l'aspect pécunier, je suis d'accord avec tous ceux qui ont dit qu'on doit établir un seuil. Bon, le seuil par rapport à quoi? Mais il y a cette considération sociale. Ailleurs,
Quand vous dites vous êtes médecin, je dis médecin, et ce qui s'est passé, tout le chemin vous est ouvert. Mais pourquoi chez nous, ça pose encore des problèmes lorsqu'on sait que vous êtes là pour sauver des vies ou alors pour soulager les souffrances? Voilà un peu ma compréhension par rapport à la considération sociale qu'on a du soignant. Il y avait la dame là-bas. Il y avait un doigt là-bas, oui. Merci, monsieur le directeur, de me passer la parole. Je remercie tous ceux qui ont intervenu avant moi. Je voudrais ramener le débat au niveau de l'hôpital. Je voudrais parler de la rémunération du soignant en mettant à côté le traitement que nous avons de l'État. Bon, moi je pense que le problème se pose ici. Le problème qui se pose à l'hôpital, c'est un problème de frustration. La frustration sort d'où? La frustration naît du mauvais partage. Rentrons un peu dans les familles. Vous pouvez avoir un seul morceau de manioc, monsieur le directeur. Vous avez 10 enfants. Si vous partagez équitablement ce manioc-là aux 10 enfants, personne ne va régimer. Mais si vous partagez mal, quelqu'un va commencer à bouder. Il va dire que « Maman, pourquoi vous ne m'avez pas donné comme vous avez donné à l'autre ?» Moi, je pense que si on respecte le test qui régit le partage de quote-part, il y aura moins de frustration à l'hôpital et il y aura moins de problèmes. Je vous remercie. Le respect de ce qui doit être fait permet généralement de s'approcher de l'action juste parce qu'elle est conforme aux valeurs qui sont connues et acceptées de tous, n'est-ce pas? Ok. D'autres questions, d'autres commentaires? Oui, il y a un doigt là-bas, s'il vous plaît, à ma droite. Merci une fois de plus pour la parole. On arrête du café ici, quand vous savez que pour bavarder donne soif. Il y a du café, il y a des choses au fond là-bas. Si vous voulez vous lever, aller chercher, vous demandez que l'on vous serve. C'est la règle au café. Oui, je voudrais aborder l'un des questionnements que nous avons soulevés au départ. Parmi les questionnements, il y avait à quel moment est-ce que la rémunération pouvait devenir un instrument de corruption. Ok. À mon avis, si le travailleur, après avoir abattu un travail durant une période donnée, doit avoir un salaire, ce salaire-là ne peut pas être un instrument de corruption. Sur le plan pratique, la rémunération ne peut pas être juste le salaire, ça peut être également les présents que la famille ou ses proches lui apportent. Si le soignant, après avoir bien soigné, après avoir bien posé ses gestes, doit recevoir les présents d'une famille, ces présents ne peuvent pas influencer sur lui s'il le reçoit après avoir fait son travail et même être loin, que le patient soit loin de l'hôpital. Mais dès lors que le patient est encore là, je pense que si vous l'avez reçu une journée et il vous donne 1 000 francs après, vous êtes contraint moralement à chaque fois quand il va venir vers vous de le privilégier par rapport aux autres, ou bien si vous avez vendu votre médicament chez lui, vous êtes contraint de le prendre en priorité, de toujours le voir. Et pourtant, si vous restez fier de vous et vous avez quand même le courage de lui dire vous êtes encore là, ça va vous aider, vous avez besoin de me donner quelque chose, je ne refuse pas, mais revenez quand vous allez sortir. Vous n'êtes pas encore sorti d'affaires. Je me dis que cette rémunération ne sera pas une forme de corruption lorsque nous avons fini ou bien lorsque nous avons arrêté de faire ce que nous avons à faire, lorsque le malade est encore sous notre protection à l'hôpital. Merci. Ok, vous soulevez le point de conflit d'intérêt. À l'école d'éthique médicale ou d'éthique du soin, il y a 2 diables dont tous les soignants doivent se méfier. Il y a celui de l'abus de pouvoir et celui du conflit d'intérêt. Il y a 2 diables dont on doit se méfier tout soignant.
celui de l'abus de pouvoir, celui du conflit d'intérêts. L'abus de pouvoir, c'est quoi? Nous avons des personnes qui sont en position d'infériorité par rapport à nous et nous avons une supériorité en termes d'information et parfois nous pouvons abuser de cette stature-là, oubliant même de les écouter, oubliant de considérer qu'ils ont leur mot à dire. La deuxième, c'est le conflit d'intérêts. Je vais gagner tant d'honoraires. Je vais gagner tant de quotes-parts. Je vais l'envoyer faire cet examen à tel ou tel endroit. Parce qu'il m'a donné, parce qu'il s'est montré gentil vis-à-vis de moi, je vais me montrer plus gentil vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle par rapport à ceux qui ne m'ont pas fait le geste qui sauve, ce qu'on dit non. Et c'est vraiment essentiel dans le piège par rapport à l'éthique, par rapport au serment que nous avons prêté. Nous pensons que c'est normal, que c'est naturel. Souvenons-nous que traditionnellement, souvent, les guérisseurs traditionnels, je reviens à ça, à la tradition du soin, le tradipraticien dit « Je ne veux rien tant que tu n'es pas guéri. J'ai fini, on m'a donné gratuitement, j'étais soigné par. Quand tu seras guéri, toi-même tu verras. » N'est-ce pas? Ça, c'est vraiment, dans plusieurs de nos traditions, c'est ça. Donc, cette valeur-là, qu'on le veuille ou pas, nous parlons français, mais nous sommes issus de quelque part. Il y a cette dimension historique, il y a cette dimension us et coutumes. Maintenant, comment nous adaptons dans la logique moderne, mais qui au départ est africaine, n'est-ce pas? Les soignants d'Égypte pratiquaient déjà la même logique. Ils ne demandaient rien. C'est après le traitement qu'on avait le droit de revenir dire merci. Donc ces notions-là sont importantes. Et quand on parle d'éthique agir juste, c'est de porter son statut, d'accord, la société va reconnaître le statut. Et dans certains de nos serments, on dit si nous n'avons pas obéi au principe de ce que les intérêts du malade passent au-dessus de nôtre, que l'opprobre soit sur nous. En tout cas, le serment que moi j'ai prêté disait ça dans la dernière phrase. Ce qui est effrayant, on l'a supprimé dans la déclaration de Genève, mais dans celui des apothicaires ou même dans celui de Florence Nightingale, on dit si jamais j'enfreins les promesses que j'ai faites, que la société fasse comment? Que la société fasse comment? Hein? Que je sois couvert d'opprobre, n'est-ce pas? Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est vraiment, il y a une dimension très tenue par rapport à la relation d'argent et les serments que nous avons prêtés. Notre question aujourd'hui est, est-ce que nous avons tous conscience qu'il y a une dimension éthique dans notre rémunération? Cette dimension est laquelle? Chacun devrait être conscient de ce que quand quelqu'un lui donne un cadeau après, qu'il ne devienne pas, qu'il ne change pas sa manière d'agir, parce que cette personne a tel rang social, elle va me donner ceci, elle va me donner cela, parce que c'est contraire au serment que nous avons prêté en disant nous ne faisons discrimination de personne. Donc il s'agit de la rémunération que nous percevons en tant que fonctionnaire ou en tant que soignant, quel que soit l'environnement. Cette rémunération ne doit pas altérer notre manière d'agir comme soignants, parce que nos serments nous disent nous ne devons pas discriminer les gens par rapport à leur pouvoir économique ou par rapport à comment ils se comportent vis-à-vis de nous, n'est-ce pas? Ça, c'est une des dimensions importantes. Et on a parlé de ce que la société
devrait, mais il y a également la dimension qui nous concerne personnellement, parce que les plus grands écarts que nous faisons, c'est dès que j'ai dit « et il a le garde-corps ». Mon comportement change. C'est une faute éthique. Non seulement parce que j'ai fait discrimination économique, mais ensuite, j'ai envisagé l'intérêt pécunier que je peux avoir derrière. Et parfois, on ne prend pas ça énormément en considération. Maintenant, la dimension de justice, pas de justesse, la dimension de justice, dans un cadre comme le nôtre, où il y a des règles qui disent, quand on a fini de travailler, voici comment on doit partager ce que la société nous a donné, il y a ces éléments d'équité et de justice qui sont importants à considérer. Les économistes nous disent que aucun salarié ne sera jamais satisfait de son salaire. Il voudra toujours plus parce que chaque jour, nous vieillissons, chaque jour, nous changeons, chaque jour, nous aspirons à mieux. Forcément, on veut se bonifier avec le temps qui passe. Donc forcément, plus on a l'expérience, plus on s'attend à avoir davantage. On va prendre 2-3 autres suggestions. On a dit qu'on devait finir à 18h et on pourra tirer les conclusions. Un commentaire. Madame la Présidente, un commentaire. Je m'excuse d'abord de mon retard. Oui, bien indépendant de la volonté. Bon, si j'avais un commentaire à faire, c'est de dire comme tout le monde que toute peine mérite salaire et que la rémunération rentre dans la motivation. Elle doit être concordante avec la loi de l'environnement et l'effort fourni. Et maintenant, je suis tout à fait d'accord avec cette tentation-là qui a de forcer la qualité en fonction du demandeur de service. Que les prestations soient égales et proportionnelles à la vulnérabilité du patient que nous avons devant nous et non de la profondeur de sa poche ou bien de sa stature dans la société. Merci. Ok, il y avait un doigt ici. Oui. Merci pour la parole donnée une fois de plus. Je dois d'abord situer que moi je suis communautaire. Quand nous venons ici, peut-être quand les autres interviennent, ils interviennent comme prestataires. Mais moi j'interviens comme ceux qui sont bénéficiaires et qui veulent que vous puissiez. Et je peux donner l'exemple que si on vient dans le centre de santé de chez moi, vous allez trouver que nous avons pris des dispositions pour que le personnel qui arrive là soit logé. Parce que nous aimerions d'abord nous convaincre qu'il dort bien. Mais nous convaincre aussi qu'il mange. Parce qu'il y a des tours qui sont organisés, comme quand on va chez le prêtre. On sait que tel village doit aller donner à manger. On ne regarde pas son salaire, mais nous regardons l'investissement que nous faisons. Nous voulons qu'il y ait un retour. En retour, nous devons avoir la satisfaction dans les services. Et nous posons même la question, est-ce que en termes d'outils dans le service à nous rendre, est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Et puis on voit aussi comment est-ce que... Donc, il faudrait aussi que dans cette dimension, qu'on puisse relever dans quelles conditions les soignants travaillent et qu'est-ce qu'on devrait améliorer.
Je prends par exemple, je sais qu'un soignant, l'expérience de l'hôpital central, il peut arriver une urgence et on va vous appeler, vous savez que vous êtes déjà chez vous et on va vous appeler à 1 heure, vous devez vous déplacer. Bon, peut-être qu'il faudrait qu'on commence à regarder sur le plan de on t'oblige à te déplacer à des heures tardives, quelles sont les dispositions qui devraient être prises pour que tu répondes à cela. Si les communautés, nous ne le savons pas, parce qu'il y a la loi de 1996 qui dit que nous avons aussi des devoirs pour soutenir la santé. Mais si nous ne connaissons pas, mais nous, si on me dit professeur Ongolo, je dis qu'il vit bien. Mais ça peut être qu'il a des problèmes. Mais moi, je ne sais pas qu'il a des problèmes. Donc, ce serait aussi intéressant sous cette forme de l'éthique de faire que quand nous rentrons, que nous puissions aussi présenter ce que nous attendons du personnel soignant, les conditions dans lesquelles ils travaillent ne peuvent pas permettre qu'ils nous le donnent. Et nous allons nous organiser, on est en train de préparer un forum avec le gouvernement parce qu'il est dit que les partenaires financiers vont se retirer. Et il faudrait maintenant que nous, on voit comment est-ce qu'on va s'impliquer. Et nous commençons à penser nous devons avoir un régime financier communautaire. Je ne peux pas m'engager là où je ne vois pas mon intérêt. Mais je peux terminer en vous donnant l'exemple des derniers prestataires qu'on nous a mis à notre disposition. L'agent de santé communautaire. On dit l'agent de santé communautaire, il n'y a pas un salaire pour l'agent de santé communautaire. Mais nous avons réfléchi au sein des communautés qu'on demande qu'il teste tout cas de fièvre dans les 24 heures. S'il va au champ, il est au champ et toi tu as la fièvre au village, il teste comment? Si toi tu es au champ, lui il est au village, alors on commence à avoir des réflexions et je dois vous dire qu'on est déjà arrivé à valoriser des pratiques traditionnelles telles l'agent de santé communautaire vit de quoi? Il vit de son champ. Et nous instituons que quand vient la période de champ, il faudrait aller défricher chez l'agent de santé communautaire. Il faudrait lui offrir 2 jours pour semer. Il faudrait lui offrir des jours pour récolter. Mais nous pensons même déjà aussi que nous devons contribuer à voir comment on peut aider l'agent de santé communautaire à envoyer ses enfants à l'école. Alors, vous voyez que quand les communautés sont bien informées, parce que nous savons qu'un médecin, il est grand, il vit bien. Vous ne pouvez pas nous dire que vous vivez mal. Nous, on ne comprend pas ça comme communautaire. Mais il faudrait bien nous montrer en quoi un médecin, pour ce qu'il aurait pu donner, ne donne pas. Parce qu'il y aurait inéquité. Si nous voulons que le médecin soit disponible à tout moment pour nos problèmes, mais nous ne mettons pas le médecin dans les conditions qu'il puisse le faire. Donc il ne faudrait pas qu'on s'attarde seulement au salaire, parce que personne ne sera jamais satisfait du salaire. Mais les conditions dans lesquelles le personnel de santé travaille, nous devons les maîtriser parce qu'ils sont à notre service. Et nous aimerions qu'à tout moment que nous avons besoin d'eux, qu'ils puissent nous donner une réponse satisfaisante. Merci. Ok, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cet échange. Je vais m'essayer à un exercice pas toujours facile. La réflexion ou les échanges étaient autour
de la dimension éthique dans la rémunération des soignants. Cette dimension est fondée, éthique est fondée sur des valeurs qui sont des valeurs ancestrales africaines, qui sont des valeurs modernes, autour de ce que l'on admet un statut particulier pour le soignant. Les soignants sont des métiers à vocation, ils ont prêté serment, ils ont une dimension sacerdotale plus ou moins reconnue, c'est-à-dire qu'ils sont en partie, ils sont dans une logique d'idéalisme, ils se donnent. Ils font don de soi à la société pour restaurer la société. En retour, la société leur accorde un statut qui est plus ou moins clair pour les différents acteurs, qui comporte plus ou moins d'avantages, plus ou moins de protection. Et dans le cas particulier du Cameroun, il y a la loi d'orientation qui reconnaît que les soignants ont droit d'agir en partenariat avec les communautés, que les communautés doivent créer des conditions pour que les soignants soient reconnus comme soignants et qu'ils puissent vivre à l'aise, pour qu'ils puissent donner ce qu'ils ont à donner. Il y a un texte sur les conditions de travail, il y a un texte sur les quotes-parts, il y a une grille salariale. Si on prend la grille salariale de la fonction publique, il y a des primes et astreintes spécifiques pour les soignants que d'autres n'ont pas, c'est reconnu comme tel. Maintenant, au-delà de ces salaires de la fonction publique, il y a les quotes-parts et il y a des règles qui sont édictées, qui sont connues de tous, pour que ces quotes-parts soient calculables et vérifiables comme étant équitables et justes. Donc on a un environnement. Mais est-ce que dans l'agir au quotidien, on agit toujours avec justesse, avec justice, avec équité, avec sens de la transparence, avec l'effort d'éviter les frustrations, de se montrer bienveillant, de se montrer bien traitant vis-à-vis des collègues ou vis-à-vis des collaborateurs? C'est pour cela que ce café avait de l'importance, pour que chacun se rende compte que chacun, en tant que soignant, a quelque chose à dire ou quelque chose à faire. Mais il y a l'autre dimension éthique de la rémunération. La rémunération peut avoir des effets pervers sur le comportement et peut nous pousser à la faute. Lorsque je pense à la rémunération, j'ai un conflit d'intérêts. C'est ça qui va me motiver à dire je ne travaille pas à l'hôpital central, ou je ne vais pas au CSI de Salapumbe, ou je ne sais pas à l'hôpital district de Kolofata, parce que j'étais à l'hôpital central. Pourquoi on m'envoie là-bas, les quotes-parts là-bas, il n'y a pas. Nous fautons par rapport au serment, parce que nous pensons à notre intérêt en premier, alors que nous avons prêté serment, que notre intérêt ne doit pas passer avant l'intérêt des patients. Nous pouvons également tomber dans la faute parce que nous avons un comportement différent vis-à-vis de ce patient qui se montre généreux à notre endroit. Lorsqu'on le revoit, on va le privilégier par rapport à celui qui n'a pas la même assise économique qui va nous. Donc voilà la problématique. J'ai essayé de résumer ce que les uns et les autres ont dit pour ce soir. Il restera toujours difficile de pouvoir estimer la valeur du travail de soignant. Est-ce qu'on devra admettre qu'il y a un marché du travail des soignants? Est-ce qu'on reconnaîtra des différences entre l'expérience ou la qualification dans le soin? Mais il est possible, n'est-ce pas, d'éviter les frustrations en créant les conditions de travail favorables, en étant transparent dans la rémunération lorsqu'on est dans une institution, en essayant de se montrer équitable et de respecter nos serments. Je vous remercie. J'espère avoir pu résumer. Oui. Oui. Je ne sais pas, monsieur le directeur, oui. puisque vous étiez
également en train de remercier l'assistance. Oui. Le café éthique, ses membres ont réservé quelque chose, une petite surprise pour vous. Il y a une table et un gâteau. Et monsieur l'anthropologue, docteur Nkeye, qui est très attaché à notre tradition, puisqu'il n'était pas là la semaine dernière lors de votre installation officielle, a tenu à vous faire un cadeau, le cadeau du Nyangoro, c'est-à-dire la conduite sage du café éthique et de l'institution dont vous êtes désormais à la tête. Donc, il y a à côté, vous et vos collègues qui sont proches de vous là, un gâteau et des bouteilles. Ah, ok. Donc, comme d'habitude, nous allons nous diriger à ce que vous avez toujours préparé pour nous. C'est la tradition du café éthique. Et partant, le docteur Nkeye va vous remettre la canne qu'il a préparée pour vous spécifiquement. Il y a tenu. Je ne pouvais pas faire autrement. Ok, le café éthique du mois de mars, c'est un café éthique tout particulier. Pour ceux qui nous suivent en ligne, ce sont des bouteilles de top. Qui sont elles feront top, les bouteilles là, n'est-ce pas? Et merci de nous avoir suivis en ligne. Nous allons nous donner rendez-vous pour le mois prochain. Comme d'habitude, les sujets qui sont abordés sont les sujets que vous jugez importants. N'hésitez pas à envoyer vos suggestions de thématiques sur la plateforme Café Éthique, parce que c'est de là que nous nous inspirons pour choisir les thématiques. Il y a également une information importante, c'est que généralement, depuis quelques mois maintenant, les enregistrements des cafés éthiques sont disponibles sur YouTube. Si vous avez loupé un, vous pouvez avoir la bande et l'écouter ou la réécouter s'il y a eu des choses qui ont été dites qui n'étaient pas suffisamment claires. C'est important que la voix de l'Afrique, partant du cœur du Cameroun, puisse être entendue sur les questions éthiques. Merci d'être venu, merci pour votre participation. Merci pour le cadeau particulier de ce soir. On mettra l'image sur le WhatsApp peut-être. Allez, bonne soirée à tous. Merci. Cette retransmission du Café Éthique, édition de mars 2025, est gracieusement proposée par le Centre pour le développement des bonnes pratiques en santé. La thématique abordée, portant sur la dimension éthique de la rémunération des soignants, s'inscrit parmi les préoccupations majeures visant à renforcer la qualité des soins tout en consolidant les fondations d'un système de santé camerounais fiable et durable. Nous vous remercions sincèrement pour votre présence et vous invitons à partager largement le lien d'écoute. Prenez soin de vous, et nous aurons le plaisir de vous retrouver lors de notre prochaine rencontre.